messieurs, amis de l'école du changement, le Congo, bientôt là, 61 ans d'indépendance, après notre accession à la souveraineté nationale et internationale, nous sommes en train de scruter la mentalité congolaise, les comportements des Congolais, et nous nous sommes rendus compte, 61 ans après, que nous avons une mauvaise mentalité qui nous empêche en tout cas d'aller de l'avant, d'émerger. Une fois de plus, nous nous retrouvons avec Sylvain Aguenorout. Il est initiateur de l'ONG Les Ambassadeurs de Bonne Volonté, ABV, qui est basé à Bunia. Nous profitons en tout cas de son séjour ici pour qu'il puisse partager avec vous, avec nous, son expérience dans les combats pour le changement de mentalité, le combat pour la bonne gouvernance et le combat contre les antivaleurs. Monsieur Sylvain Aguenorout, initiateur de l'ONG Les Ambassadeurs de Bonne Volonté. Bon dimanche et bienvenue une fois de plus en tout cas sur ce plateau de Ghana Congo Télévision. Merci, je vous souhaite aussi bon dimanche. Je souhaite aussi à tous nos téléspectateurs bon dimanche. Et merci une fois de plus pour m'avoir invité dans cette émission et aussi pour cette considération que vous accordez à notre organisation Les Ambassadeurs de Bonne Volonté. En tout cas, nous vous remercions pour votre disponibilité. Avec vous, nous allons en tout cas essayer un peu de scruter la personnalité, le comportement, la mentalité de l'homme congolais, 61 ans après l'accession de notre pays à l'indépendance. Et nous avons relevé avec vous qu'il y a un certain nombre en tout cas d'antivaleurs qui nous bloquent, qui nous empêchent d'aller de l'avant, comme d'autres pays par exemple. En 60, la RD Congo avait pratiquement le même niveau, même plus que l'Afrique du Sud. Même niveau presque le Canada. Et même la Corée du Sud était derrière nous. Mais 61 ans après, quand vous comparez l'Afrique du Sud, vous comparez la Corée du Sud, vous comparez le Canada avec le Congo-Kinshasa, c'est en tout cas la nuit et le jour. Et les autres ont progressé, ont émergé. Nous avons poursuivi en tout cas notre descente aux enfers. Comment expliquer ce genre de situation? Et vous avez par exemple noté l'impréparation de nos dirigeants à gérer la chose publique. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez de ces paramètres-là, l'impréparation depuis l'indépendance jusqu'à maintenant? Merci, Monsieur Gère. Vous avez présenté l'émission avec beaucoup plus de précision. Ça veut dire que vous avez relevé les grands problèmes qui ruinent les pays depuis le 30 juin 1960. Et comme moi je l'ai toujours dit et je l'ai toujours pensé, c'est qu'en regardant le processus de l'évolution de l'histoire politique de ces pays, il me semble que le 30 juin 1960, quand nous étions en train de réclamer l'indépendance ou soit la souveraineté de notre pays, on n'était pas préparé. Je sais que beaucoup ont toujours dit que c'était important que les pays soient autonomes et indépendants. Mais regardant le bilan que nous avons aujourd'hui, puisque nous parlons spécialement du comportement de l'homme congolais, il me semble que, en rapport avec la responsabilité que devaient porter les Congolais, il était très tôt de nous prendre à main. Je sais que l'histoire nous renseigne, M. Bilsen avait déjà proposé aux Congolais de l'époque qu'il fallait une transition de 30 ans qui permettrait que les colons et les colonisés puissent travailler ensemble dans la possibilité ou la mesure de préparer les futurs dirigeants. Puisque n'oubliez pas qu'il y a eu quelque chose que je peux appeler ségrégation de cohabitation entre les blancs et les noirs que nous étions, et que comme nous voudrons devenir autonomes, il fallait qu'ils puissent avoir un travail de transhumance politique pour que nous puissions effectivement jouer notre rôle de premier responsable dans la direction de la RDC. Ceci, je l'ai dit tout simplement puisque lorsque vous regardez 61 ans après, il me semble que
ceux qui ont revendiqué l'autonomie politique de notre pays n'étaient pas préparés. Pourquoi? Puisque la suite des événements démontre que les pays, au lieu d'avancer, les pays régressent. Puisque le problème ici, que les gens doivent comprendre, c'est que c'est l'homme qui est le moteur du développement. Qu'est-ce que nous avons fait de notre pays après les indépendances? Si vous le voulez bien, je ne vais même pas être trop long, puisque je ne suis pas peut-être ici venu faire l'histoire de ces pays. Ceux qui, chaque fois, analysent l'histoire politique de ces pays le savent. Directement après les indépendances, moi je prends l'étape de la zaïrianisation qui a plongé ces pays dans les gouffres. Voilà, par exemple. Puisque les comportements de la cueillette, et c'est ça ce que nous allons dire tout au long de cette émission, a pris domicile. Quand les colons étaient en train de nous diriger, avec tout ce qu'ils avaient comme vision de leur colonie, nous, les Noirs, nous ne partageons pas avec eux cette vision. Et quand Bilsen nous demandait de pouvoir attendre 30 ans, comme ça on nous prépare, nous avons refusé, eh bien, moi je présume que ces colonisateurs nous ont lâchés dans cette impréparation. Donc ils ont dit, comme ces gens veulent bien avancer, laissons-les sans nous donner les secrets de leur travail. Maintenant, là où le bas blesse Sylvain Guénaro, c'est que nous-mêmes, nous avions continué avec cette impréparation. Vous prenez par exemple la zaïrisation que vous venez d'évoquer, les entreprises qui étaient gérées par leurs propriétaires occidentaux, bien gérées, prospères, mais on va donner à des acquéreurs qui n'ont jamais géré des entreprises, qui n'ont jamais une expérience, qui n'ont pas d'expérience en tout cas dans la gestion des sociétés. Et ils ont vu cette entreprise-là comme étant une occasion pour se servir, pour se jouir. La jouissance, et ils étaient dans la jouissance. Et quelques années après, on a vu que toutes les entreprises qui ont été réalisées et cédées aux Congolais ont fait faillite. Il y en a qui n'existent même plus jusqu'à maintenant. C'est ce que j'ai dit. C'est que la passation brutale de l'autonomie politique aux Congolais à l'époque, et je l'ai pris par un exemple concret, l'époque, ou soit le temps de l'appropriation des biens qui n'étaient pas les nôtres, ça veut dire des biens des colons, a démontré comment est-ce que nous n'avions pas la capacité de pouvoir diriger ces pays. Et ici, ce qui est grave, ce sont les entreprises. Moi, je suis licencié en économie, en management. La gestion des entreprises demande une connaissance parfaite des objectifs que recherche l'entreprise. À cette époque, qui étaient ces Congolais qui avaient des notions sur la gouvernance des entreprises? Je ne pense pas. Et je vous donne raison lorsque vous dites, les gens se sont appropriés les entreprises dirigées par ces colons, sans connaître que les entreprises avaient quel problème, comment les gérer. Eh bien, on s'est retrouvé en moins de 5 ans que toutes ces entreprises étaient par terre. Et lorsque les entreprises étaient par terre, vous pensez que la nation devait survivre? Non, puisque l'État est assis sur les entreprises. Puisque la politique est assise sur l'économie. Et c'est cette préparation qui a fait que le Congo a reculé. J'ai comme l'impression, et je vais le démontrer dans cette émission, que depuis le 30 juin 1960, jusqu'à ce jour, les entreprises congolaises continuent à vivre cette préparation. Autant la politique congolaise vit l'impréparation politique que nous avons connue depuis les indépendances. Puisque on n'a pas forgé une personnalité en nous. Et nous-mêmes, maintenant, étant responsables premiers de notre pays, nous ne nous efforçons pas à forger une grande personnalité en fait d'envoyer. On a vu par exemple le maréchal Mobutu à une certaine époque brandir la politique de recours à l'authenticité. Il voulait aussi créer une identité congolaise, mais apparemment, ça n'a pas marché. Je l'ai toujours dit, un peuple c'est une culture. C'est vrai, l'idée était bonne. Mais est-ce que l'idée était structurée? Est-ce que les gens avaient compris l'idée? Et moi je crois que le problème ici chez nous, c'est que nous-mêmes Congolais, nous ne savons pas où allons-nous. Puisque il me semble que les diagnostics, alors les vrais, ne sont pas posés par nous-mêmes. Je peux vous dire, d'une manière d'ailleurs hâtive et anticipée, que quand vous observez entre 1960 et ces jours,
Le pays ne fait que laisser place. Et d'ailleurs, ce qui est très grave, même les vestiges de l'indépendance continuent à nous submerger jusqu'à présent. Comment comprendre que nous continuons à loger dans des habitations construites avant les indépendances? Qu'est-ce que nous faisons exactement? Je vois des petits signes de gouvernance ici à Kinshasa, mais allez à l'intérieur. Il y a encore des officiels qui abritent les habitations construites pendant les indépendances. Mais bien au contraire, il y a même certains biens légués par le Belge à l'État congolais qui ont été privatisés aujourd'hui, qui sont devenus des propriétés privées de ceux qui gèrent l'État. Vous savez, cette question de la confusion entre les biens de l'État avec les biens privés, c'est un peu ce que nous vivons chez nous. Vous avez suivi à un moment donné, on chasse les uns et les autres, on dit qu'ils se sont appropriés les biens de l'État. C'est en fait ces comportements un peu du charlatanisme et en fait qui ne nous permet pas exactement d'être bien vus. Donc un comportement de nature qui trahit la nation. C'est que puisque je suis ministre et je m'approprie un bien de l'État et j'échange les documents, on a vu ça se passe ici. Ce qui n'est pas correct. Et ça nous amène maintenant dans cette autre anti-valeur de l'homme congolais, c'est la primauté de l'intérêt privé, égoïste et particulier sur l'intérêt général. Mobutu nous a chanté à l'époque qu'un père égale à servir et non se servir, mais on s'est rendu compte que ce slogan-là, en tout cas, n'a jamais été mis en application, et par lui-même, l'initiateur, et par ceux qui géraient avec lui. Et jusqu'à aujourd'hui, nous nous rendons compte que quand quelqu'un accède aux affaires, c'est pour se servir. C'est notre tour. Je suis dans la mangeoire. Mais comment voulez-vous? Moi j'ai toujours dit aux gens, il faut vendre ces principes de la gestion axés sur les résultats en politique. C'est que la chose publique doit servir à tous les Congolais. Ce n'est pas plus que M. Sylvain devient ministre et que maintenant c'est d'abord remplir sa poche. Nous avons en fait dans notre pays, depuis les indépendances jusqu'à ce jour, développé une mentalité trop négative, donc un peu du mercenariat, et ceci est lié par rapport à notre façon d'être. Puisque M. GR, moi je suis convaincu que l'homme congolais, il faut encore qu'on lui inculque des valeurs positives qui n'existaient pas. Puisque, voyez-vous, le détournement, le vol, l'enrichissement illicite, les gens ont trouvé la caisse de l'État. Il y a des gens même qui se substituent aujourd'hui à l'État. Voyez-vous, nous avons une constitution et des lois de la République qui donnent un distinguo, un type de comportement. Mais il y a des gens qui prennent l'État comme leur patrimoine. Il y a des gens qui... Comme un butin de guerre. Oui. Et c'est là où je n'ai jamais compris l'homme congolais. Est-ce qu'il sait qu'il n'a qu'un seul pays qui est le Congo? Et que, par conséquent, il doit servir. Dans les grands pays, lorsque vous passez ministre ou que vous êtes un officiel, vous servez. Et la fois passée avec vous, ici on parlait de la question de l'éthique. Est-ce que nous avons vraiment l'éthique de la nation congolaise? Que lorsque je suis président de la République, je suis premier ministre, avant tout, je dois servir les Congolais. Et vous le savez, ce n'est pas à enseigner ici. Le Congo, c'est un pays qui, pratiquement, n'a pas encore résolu les problèmes primaires, même de la nourriture. Pourquoi? Puisque les gens préfèrent empocher l'argent de l'État, mais priver l'État de ses moyens de fonctionnement. Et j'ai même suivi, par exemple, pour cette question-là, des gens qui se servent, au lieu de servir la communauté, des gens qui servent leurs propres intérêts, au lieu de servir l'intérêt général. Le cas, par exemple, du projet Bukangalonzo, un projet pilote du parc agro-industriel qui devait être dupliqué un peu partout au pays pour assurer notre autosuffisance alimentaire, pour qu'on ne dépense pas autant de milliards chaque année pour importer des produits alimentaires. Mais j'ai appris par exemple d'un député national qui était dans une mission parlementaire à Bukangalonzo, pour ne pas les citer, Ados Ndombasi, qui a révélé que ce projet a été victime d'un sabotage, c'est-à-dire des préposés de l'État congolais qui se sont ligués à des opérateurs économiques qui se sentaient menacés par ces projets
Ils ont tout fait pour que ces projets-là manquent de financement. Les gens ne soient pas pérennisés. Les gens ont toujours voulu que le Congo dépende de l'extérieur. Et puisque nous avons hérité de cette politique paternaliste et belgo-congolaise, laissez-moi l'appeler ainsi, personne ne veut que la RDC soit un pays autonome. Nous nous nourrissons de biens qui viennent des autres États. Monsieur Matata Pogno, qui a mis en place cette politique, aujourd'hui très acquilé par l'IGF, c'est à la justice de faire ce travail, peut-être à l'IGF, je ne vais pas y entrer. Mais nous, comme observateurs, s'il faut parler de sabotage, c'est plus que tout simplement, les gens ne veulent pas que le Congo soit autonome. Et ce n'est pas seulement dans les domaines agricoles. C'est pratiquement dans tous les domaines. Surtout les domaines miniers à travers les contrats léonins. Voilà. Qui ont été signés par des préposés de l'État congolais avec des multinationales et qui ont privilégié les intérêts personnels et les intérêts des multinationales au détriment des intérêts du Congo. Et je peux vous dire que le Congo fait une guerre avec des puissances étrangères, malheureusement bénéficiant de la complicité de certaines filles et fils congolais, pour que jamais nous soyons un pays autonome. Et c'est comme ça qu'on peut saboter un projet qui va nous rendre autonomes, comme Bukangalozo, oui, mais aussi, comme vous venez de le dire, et ça je peux le confirmer, des contrats qui sont signés en faveur des individus, non pas en faveur de l'État, dans les domaines miniers. Et c'est malheureux, puisque le problème c'est quoi? Nous nous comportons comme des petits mercenaires. Nous trahissons la nation, c'est la traîtrise. Et comme moi je l'ai toujours dit, dans ces pays, nous vivons sur une trahison organisée. Souvenez-vous, c'est depuis les indépendances, le Mumba, Kassavubu ne s'attendent plus, c'est la trahison, les grandes puissances les divisent et tout et tout. Et ça avance comme ça jusqu'à aujourd'hui. Donc, le pays a un problème d'homme, et moi je crains que dans ces pays, nous risquons de reconnaître une hécatombe, puisque l'homme congolais apparemment n'est pas préparé à faire de la RDC une nation puissante au cœur de l'Afrique. Comme quelqu'un disait que les habitants de ces pays ne méritent pas ces pays, comme quelqu'un disait que la RDC est mal habitée. Beaucoup de gens que j'ai rencontrés qui ne sont pas congolais, j'ai des amis français, américains, qui disent que en réalité l'homme congolais est aveuglé. Il ne connaît pas sur quoi il vit. Et chez nous on dit des fois le maïs est bien produit pour des gens qui n'ont pas de dents. C'est ça l'image du Congo. Donc des gens qui sont absents de leur pays. Là nous allons nous souvenir des 61 ans de notre accession à notre souveraineté, mais nous sommes absents du pays. Nous ne rêvons pas le Congo, nous rêvons la France, la Belgique, et vous le voyez à travers nos comportements. Monsieur Sylvain va atterrir à Paris pour un atelier ou bien pour un séminaire, il prend la photo, il l'envoie sur tous les forums, réseaux sociaux. Mais pourquoi lorsque Sylvain arrive à Kinshasa, il ne va pas prendre la photo là où il est à Kinshasa, ou bien dans son village là où il vit? Il y en a même qui prient et qui demandent au pasteur de prier pour qu'il ait un mariage en Europe, pour qu'il ait un visa d'entrer aux États-Unis. C'est pas comment vous expliquez un peu cette extraversion des Congolais? Nous rêvons, comme vous l'avez dit, d'aller ailleurs, nous rêvons de quitter notre pays. Comment vous expliquez ce phénomène? Donc les Congolais seraient prêts si aujourd'hui on mettait même un avion à l'aéroport d'Indjili pour que les gens voyagent gratuitement sans visa, aller vivre aux États-Unis ou je ne sais pas dans n'importe quel autre pays. Donc les Congolais risquent de se vider. Il y a un problème de personnalité de l'homme congolais 61 ans après l'indépendance. Nous sommes trop bas. Et nous ne voulons pas nous identifier à notre pays. Pourquoi? Puisque nous avons pris le temps pour détruire ce pays. Nous avons développé des comportements de nature à divorcer avec les valeurs de la RDC. Et nous nous comportons comme des mercenaires. Et ce qui est grave, c'est déjà dans la mentalité de l'homme congolais. C'est dans l'esprit, c'est dans la conscience que l'homme congolais se retrouve mieux ailleurs que chez lui.
Et ça, regardez comment Kinshasa est plein. Vous savez le pourquoi? L'exode rural. Moi, Sylvain, je n'ai même pas les moyens de vivre à Kinshasa. Mais puisque je me rends compte que vivre à Nituri chez moi me rend comme un bout d'homme, il faut que je parte vivre à Kinshasa pour que l'on pense que je suis devenu grand. Je vais vendre mes biens à Bunia et je viens vivre ici à Kinshasa. C'est ça l'homme congolais. Et quand vous arrivez à Kinshasa, vous rêvez d'aller en Europe. Voilà, excusez-moi. Cette réflexion maintenant est transformée. Celui qui vit à Kinshasa trouve que non, Kinshasa n'est pas bon. Il faut qu'il vive à Paris. Il va vendre sa famille ici, sa parcelle, il va à Paris. Ici, il était l'agent de l'État, mais là-bas, il est prêt même pour aller travailler dans une morgue. Voilà la mentalité. Et c'est maintenant, c'est une incarnation dans l'esprit du Congolais. 61 ans après l'indépendance, nous ne savons pas construire les pays, mais nous voulons nous identifier à d'autres nations. Vous venez de donner un exemple ici. Il suffit qu'on mette un avion ici à l'aéroport de Njili, en direction de New York. Mais, j'ai aimé ce que vous avez dit, cet avion ne va pas décoller. Puisqu'il y aura des gens qui vont aller même s'installer dans les moteurs là. Puisqu'il n'y aura pas de place à l'intérieur. On ne se sent pas fier du Congolais 61 ans. Je pense que c'est Sylvain Aguenaroots, initiateur de l'ONG Les Ambassadeurs de bonne volonté, ce qui est grave, c'est que les gens se bousculent même pour aller en Angola ou pour aller au Congo-Brazza. À une certaine époque, vous avez vu comment on a chassé comme des malpropres des Congolais de l'Angola et même du Congo-Brazza. C'est ce que j'ai dit. Je viens de donner mon exemple précis. J'ai mon champ que j'ai fait dans mon territoire de Maragui, là où je suis. Mais au lieu de faire les champs, je préfère venir rester ici à Kinshasa, où je deviendrai une charge pour mes CGR. Vous serez à l'aise? Voilà la situation des Congolais. Les Congolais n'est pas content de vivre la réalité. Moi, je veux dire une chose, puisque nous parlons de l'Angola. C'est extrêmement dangereux qu'un pays comme Angola maltraite les Congolais qui ne savent pas vivre chez lui. Autant, moi je regarde aussi des catastrophes qui arrivent lorsque nos amis veulent fuir le Congo pour aller dans ce qu'ils appellent paradis. Mais l'Occident n'est pas le paradis. La France n'est pas le paradis. Ni la Belgique, ni les États-Unis. Après avoir déjà eu notre indépendance, 61 ans, les Congolais devaient rendre le Congo paradis pour lui. Et moi je suis prêt à décevoir tous ceux qui me suivent dans cette émission. Si les gens croient qu'il y aura un paradis au ciel, ils se trompent. Vous avez vécu l'enfer sur cette terre, préparez-vous à aller dans l'enfer, là où vous serez, dans le repos éternel. Votre âme va se tourmenter partout où vous serez. Si les Français ont travaillé pour que la France puisse avoir une splendeur internationale et qu'on ait des respects vis-à-vis d'eux, mais pourquoi nous, Congolais, 61 ans après, nous continuons à prendre nos enfants, nos femmes, les envoyer en France? Un ministre, il est devenu ministre. Il prend son enfant et l'envoie en Belgique. Puisqu'il n'a pas une école ici en RDC, 61 ans après, c'est une honte. Moi, président de ce pays, d'ici là, je demande, j'oblige, aucun ministre ne doit ramener son enfant à l'étranger. Pour les soins, vous devez vous faire soigner dans vos hôpitaux. Comme ça, le ministre de la Santé va arranger. On nous a par exemple présenté l'hôpital du Cinquantenaire comme étant l'hôpital ultra-moderne qui allait empêcher à ceux qu'on dépense beaucoup de devises pour envoyer des gens à l'étranger, aller sauver des soins. Mais après l'inauguration, on se rend compte qu'avant l'inauguration, c'est tout comme avant l'inauguration. C'est totalement une trahison. Et M. Gère, en m'invitant dans cette émission, nous devons réfléchir sur les 61 ans et l'avenir de ces pays. Moi, je vous dis qu'il est malhonnête que des hommes politiques puissent continuer toujours à fabriquer des mouroirs aux Congolais et rapidement, quand ils sont malades, ils doivent aller se faire soigner en Europe. Et c'est ce que j'ai dit, que dans les comportements de l'homme congolais, 61 ans de l'indépendance, ça a été un fiasco, ça a été une trahison. Aujourd'hui, si Lumumba se réveille, il va pleurer. Il va regretter pourquoi il a perdu sa vie et sa famille n'a pas vu sa tombe depuis qu'il est mort. Tout simplement puisque le bonheur qu'il cherchait pour le peuple congolais, on l'a pas eu. Et pourtant, nous chantons tous les jours dans notre hymne national que nous devons construire un pays plus beau qu'avant. Non, mais c'est Gère. Nous les chantons comme des perroquets. Et moi, je peux vous donner un exemple. J'enseigne à l'université. Il m'arrive des fois que je mets un étudiant en épreuve. Chantez-moi l'hymne national. Un individu seul ne sait pas le faire, même un étudiant de deuxième licence.
Nous les faisons, nous les récitons sans comprendre le contenu. L'hymne national est avant tout un serment que le peuple dresse vis-à-vis de sa nation. C'est une responsabilité que nous avons de notre nation. Ce n'est pas une chanson de l'église, non. Ce n'est pas une chanson de la foi. Mais si j'ai ma conviction, 61 ans après l'indépendance du pays, nous avons raté l'occasion de confirmer la nécessité qu'a eu nos pères de l'indépendance à réclamer notre autonomie politique et internationale. C'est la raison pour laquelle il y a certains nostalgiques, jusqu'à une certaine époque, regrettaient même la colonisation belge. Il dit il fallait qu'on nous laisse même sous la colonisation belge, et là nous vivions mieux que de vivre à l'enfer avec nos propres compatriotes. Lorsque Bilsen a proposé au roi des Belges et même aux Congolais que pour que nous amenions ces gens vers une indépendance qui leur permettra de décoller, il faut qu'il y ait un minimum de préparation. Je ne voudrais pas ici cracher sur notre héros, Patrice Emery Lumumba, mais moi je pense que nous n'étions pas prêts. Et la conséquence, aujourd'hui, vous savez qu'à l'époque, le Congo était plus grand que l'Afrique du Sud. Il y a les Sud-Africains qui venaient se faire soigner ici chez nous. Aujourd'hui, nous faisons la flèche retour. C'est un peu ce que les Sud-Africains ont fait. Ils ont fait le contraire de nous et des Zimbabwéens. Donc imaginez-vous par exemple que les Sud-Africains noirs, qui ont été aussi malmenés par le blanc, faisaient comme nous, c'est-à-dire que le blanc parte, que nous restions seuls, nous, les autochtones dans notre pays. Est-ce que cette Afrique du Sud allait avoir la splendeur, la beauté ou même la bonne gouvernance d'aujourd'hui? Les personnes sages et des gens qui savent ce qu'ils recherchent exactement et ce qu'ils veulent faire exactement sont patients. Malgré les difficultés qu'on peut avoir, malgré les problèmes qu'on peut ressentir. Puisque moi, je me mets dans la peau de ceux qui étaient là avant les indépendances. Tout ce qu'on a appelé la traite des Congolais. Mais écoutez, quand nous sommes allés très vite, nous n'avons pas eu ce que nous avons cherché. Très rapidement après les indépendances, les acteurs importants, Lumumba, le Kasavubu, le Mobutu, tout le monde, dans des complots internes entre eux-mêmes. Et ce qui se vit jusqu'aujourd'hui. Nous n'avons pas eu le temps d'être forgés comme des grands dirigeants. La conséquence, c'est qu'on était en train d'échanger avec vous avant cette émission. C'est que nous avons vendu ce pays à vil prix. Aujourd'hui, dites-moi, qui se plaît, qui est content de la situation dans laquelle nous sommes? Moi, je suis à Kinshasa. Depuis quelques temps, toutes les rencontres que je peux avoir avec les gens quand les gens viennent me voir, ce ne sont que des lamentations. Rien ne marche ici. Et on se pose la question, où est l'homme congolais pour matérialiser la vision de nos pères de l'indépendance, puisqu'ils disaient qu'est-ce qu'ils cherchaient pour nous? La liberté, le bien-être, le beau vivre. On n'en a pas. Qui est ce Congolais qui peut manger 3 fois le jour? Qui est ce Congolais qui peut se faire soigner quand il est malade? Nous recourons à des petites pharmacies. Bon, maintenant que nous avons fait les diagnostics, l'état des lieux, nous avons tous échoué à cause de notre inféodation aux intérêts étrangers, à cause de la primauté de l'intérêt privé particulier sur l'intérêt général, à cause de l'incivisme, à cause du manque de patriotisme. Maintenant là, comment faire en sorte qu'on ait un nouveau type de Congolais, une nouvelle citoyenneté, comme on le dit. Il y a même un ministère chargé de la jeunesse et de la nouvelle citoyenneté. Quelle est votre petite idée, Sylvain Guénorwood, initiateur de l'ONG Les Appartenants des Bonnes Volontés ABV, sur ce combat-là? Comment susciter un nouveau type de Congolais consciencieux qui se bat pour construire véritablement son pays, qui a été détruit malheureusement 61 ans après l'indépendance? Ici, M. Gère, une occasion pour moi d'abord pour vous féliciter. Je vous félicite pourquoi? Puisque en mettant en place cette émission, École du Changement, vous avez bien compris le problème du Congo. Je vous félicite encore et vous encourage à continuer avec cette émission. Mais aussi pour moi une occasion d'inviter tous les téléspectateurs qui nous suivent à
à travers cette émission, d'apporter leur soutien à cette émission, École du changement. Il faut aller vers le réformatage de la conscience congolaise. Il faut retravailler la mentalité négationniste que nous avons au pays. Je l'ai dit au début de cette émission que nous allons de trahison à trahison et nous sommes demeurés un peuple assez bas, des hommes qu'on peut appeler... Comme on dit, le nivellement vers les bas. Voilà. Et cette dimension spirituelle nous manque encore, et même cette fierté d'être Congolais nous manque. Et je crois que c'est à travers des émissions telles que celle-ci, que nous faisons ici tout de suite, à travers votre initiative, que nous allons devoir changer les Congolais. Il faut une éducation. Et moi je l'ai dit, ça doit commencer par la famille, changer la mentalité. Vous savez, peut-être avant que je ne continue avec le plus de solutions, la dépravation des mœurs est devenue notre manne quotidienne dans ces pays, où pratiquement les valeurs positives congolaises sont perdues. Comme on dit, l'inversion des valeurs. Voilà. Et l'IGF fait un travail pourquoi? On est nommé quelque part, il faut voler l'argent de l'État. On est un député, il faut courir derrière les gens pour réclamer même la corruption. Aujourd'hui, la corruption se réclame. Et j'ai vu ça dans des sociétés là où nous vivons. Et c'est tout ça. Donc, il faut une éducation qui doit commencer par la famille, l'école, les églises, les radios, telles que nous le faisons, la télévision. Il ne faut pas mettre aux gens tout le temps des musiques. Moi, des fois, j'ai du mal à suivre certaines chaînes quand je vois des choses qui ne marchent pas dans ces pays. Mais que 80%, quand vous êtes devant une chaîne, ce ne sont que des musiques où les gens dansent presque nus. Ça me fait du mal. Ces pays ont besoin d'une construction d'une nouvelle mentalité. Donc, il faut un tableau de nouvelles valeurs qu'il faut imposer aux Congolais. Moi, je vais vous dire, j'ai eu la chance de faire certains pays d'Afrique, même d'autres continents. Il y a des gens qui souffrent pour modeler leur société. Une fois que je vous félicite, puisque vous êtes parmi ces gens au pays, puisque quand vous concevez une émission École de changement, c'est puisque vous avez déjà compris que ce sont les antivaleurs qui ont pris place, il faut les changer. Mais ça ne sera pas facile si on n'a pas de telles initiatives où il faut qu'on parle à ces Congolais. Et ici, nous commençons à parler au chef de l'État, au Premier ministre et aux autres. Moi, j'ai beaucoup apprécié l'actuel chef de l'État. Quand il a pris le pouvoir, j'ai suivi, il a mis en place beaucoup de programmes qui doivent l'accompagner. La brigade de changement de mentalité. Il y a aussi les trucs de lutte contre la corruption. Voilà. Il y a l'IGF qui travaille. Voilà des structures qui vont nous aider à changer ces pays. Parce que des témoignages que nous suivons Sylvain Aguenarouz, certains mandataires de l'État aujourd'hui, même certains ministres, ils se disent, avant même de toucher à l'argent de l'État, ils réfléchissent deux fois. Ils disent, je dois en tout cas être prudent, sinon l'IGF risque de me tomber dessus. Vous savez, à un moment donné, j'ai pensé à beaucoup de choses. Quand je regarde l'homme congolais, il est dans l'habillement. Quand il porte son costume, il a acheté sa petite voiture, il a conçu sa maison, c'est ça, il est au top. Mais comment il est fait? À voler l'argent de l'État. Et à se méconduisant qu'on le fait. En perdant les valeurs culturelles que nous avons. Moi, je félicite l'IGF. Même dans certaines églises, par exemple, on enseigne seulement... on prie pour que vous ayez la prospérité, on prie pour que vous voyagez en Europe, pour que vous vous mariez à New York. Mais si on a oublié, par exemple, de prêcher aussi les valeurs. Je l'ai dit, c'est un emprisonnement spirituel et mental de l'homme congolais qui reconfirme son sens du mercenariat. Et ça, il faut le combattre, puisqu'il faut aimer les pays. Il faut aimer les pays. Personne d'autre ne viendra construire ces pays. Alors, je suis en train de dire, moi j'apprécie le travail que l'IGF fait. Mais aussi, nous allons continuer. C'est ainsi que j'invite les enseignants d'université, les enseignants à l'école primaire, à l'école secondaire, à l'école maternelle. J'invite les pasteurs, les hommes dédiés,
de repenser les enseignements que nous avons. Il faut quitter, vous savez, moi des fois j'étais honte. Nous avons limité nos valeurs en tant qu'hommes dans les biens matériels. Des gens qui vivent sur base de leurs moyens matériels, mais dépourvus de la valeur spirituelle et morale qui change la société. Et aujourd'hui, les hommes blancs ont compris. Ils se sont éloignés de tout ce qui est matériel. Ils sont dans la dimension spirituelle positive pour construire leur société et dominer ceux qui ont, ou soit ceux qui se sont placés dans les besoins matérialistes. Puisqu'on va vous donner l'argent, on vous donne des costumes, on vous donne des véhicules, des maisons, et vous vendez votre vie. Et vous êtes là. En attendant, moi j'ai toujours dit, ce sont les idées, les pensées qui construisent une société. Ça, les Congolais n'est pas encore là. 61 ans malheureusement après l'indépendance, les Congolais n'est pas encore arrivé à se doter d'une pensée révolutionnaire qui doit changer sa société. On est plus dans le matériel. Bon, Sylvain Aguena-Rools, vous avez en tout cas 60 secondes pour un mot de conclusion, parce que nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. 61 ans de l'indépendance de notre pays a été un fiasco. Nous devons réfléchir. Nous n'avons qu'un seul pays qui s'appelle la République démocratique du Congo. Et nous sommes obligés de changer son image, de transformer les pays. Nous avons trouvé ce pays parmi les grandes puissances africaines. Mais nous l'avons fait dégringoler. Il nous faut des types d'hommes qui changent positivement ces pays. Et là, je rappelle que nous, Congolais, nous sommes les seuls architectes de la construction de ces pays. Lumumba doit être honoré par nous, chacun là où il est. Et j'invite finalement le chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi, à pouvoir continuer le travail qui va aider ces pays à se redresser, et aussi que chaque Congolais là où il est essaye de se dire que je suis le maçon, je suis le constructeur de mon pays, sans lequel, messieurs Gère, ce pays va disparaître de la carte du pays, et, disons du continent africain et du monde, ou soit nous léguerons sa gestion à d'autres personnes et non pas à nos Congolais. Merci beaucoup Sylvain Aguena-Rools. Vous êtes initiateur de l'ONG des ambassadeurs de bonne volonté basé à Bunia en Ituri. Vous êtes enseignant d'université. Merci en tout cas d'avoir été avec nous et merci pour votre disponibilité. Merci à l'équipe technique en tout cas qui nous a conduits chez vous et merci de continuer à suivre les programmes de votre chaîne Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa. Bye et prochainement pour un nouveau rendez-vous de votre émission École du changement. Merci beaucoup. Moi aussi je vous remercie et nous allons continuer une fois où nous avons l'occasion de pouvoir échanger sur cette question du changement de mentalité. C'est important. Merci.